Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 27 avril. Au sommaire aujourd'hui, on parlera des hivernales. Le festival a annoncé dans un communiqué la démission du président Jay Reuter. Nous le recevons sur le plateau. Ensuite, on fêtera les 150 ans de l'Espérance avec le responsable de l'animation, Dominique Pont. Et enfin, on célébrera aussi les grands champions suisses d'échecs, titré Le Cercle d'échecs de Nyon. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien avec plein de dorures, d'or et de parures, avec Vincent Lieber qui est le conservateur du musée ici au Château de Nyon. Bonjour Vincent. Bonjour Alexandre. Alors on va visiter cette exposition ensemble. Andrea, tu vois derrière moi, elle s'appelle Vergoldete doré, avec un accent allemand magnifique, tu le noteras. Et donc c'est 23 artistes ici qui exposent leurs œuvres d'art contemporain et qui revisitent cette matière que tu vois ici, l'or. Alors j'ai envie de te poser une question Andrea, l'or pour toi, qu'est-ce que ça représente ? Alors moi, c'est les conquêtes des Portugais, les bling-bling plein les yeux. L'or, c'est toi qui m'en mets tous les jours des étoiles plein les yeux. Est-ce que ça te va comme réponse ? Tu as différentes réponses. À la conquête, la réponse romantique ? La conquête, le bling-bling, tout ça, on verra si on va casser ces clichés tout à l'heure avec Vincent Lieber. On se réjouit, à tout à l'heure Alexandre. Le festival Les Hivernales a annoncé la démission de son président, Jay Reuter. Nous le recevons aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Jay, merci beaucoup d'être avec nous. Alors une démission dont vous n'étiez pas au courant quand on vous a appelé, vous étiez surpris de cette annonce. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors j'étais surtout surpris de l'annonce puisque je suis au courant que je ne vais pas continuer dans mes fonctions au sein du festival. Mais c'était surtout, le process que je n'ai pas apprécié. Ça veut dire que à la fin du festival, pour commencer, on doit avoir une séance pour tout mettre à plat. Déjà, cette séance, ça ne s'est pas passé comme ça devrait se passer. Donc tous pouvoir s'exprimer. Et puis, en fait, moi, je me suis retrouvé un petit peu devant un fait accompli. C'est tu démissionnes ou on démissionne. Je considère que ce n'est pas une mise à plat des problèmes qu'on a. Et puis, ce communiqué qui arrive 2 mois après, de nouveau, aucune information là-dessus. Je reste président jusqu'à la prochaine Assemblée générale qui aura lieu le 19 septembre. Donc voilà, c'était plus sur la forme que sur le fond. Sur le fond, c'est exact. Je fatigue depuis quelques années. J'ai envie de passer à d'autres choses. Mais je considère que c'est ma décision et qu'idéalement, ça doit se passer après avoir tout mis à plat avec les personnes du comité. Alors on sait que ce festival, c'est votre bébé, vous l'avez toujours appelé comme ça aussi sur ce plateau, à juste titre d'ailleurs. Mais quel est votre souhait ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de ne plus vraiment savoir et de comprendre. Vous, votre souhait, est-ce que c'est de rester président ou plus ? Alors pour moi, la chose la plus importante, c'est déjà que le festival continue à vivre, bien entendu. Et puis il y a des gens qui sont très compétents au sein du comité et dans les différents secteurs. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir reprendre ce festival de la meilleure des manières. Pour moi, c'est clair que dans l'idéal, je voudrais bien être à quelque part un président qui garde un œil sur le festival, mais qui se retire complètement du comité d'organisation du festival et qui laisse à une équipe la possibilité de faire que ce festival perdure et continue à se développer sainement. Ouais, aujourd'hui, on parle de l'évolution du festival. Mon but ici n'est pas de mettre de l'huile sur le feu, mais j'ai pu comprendre qu'il y avait des divergences sur l'avenir du festival. Où est-ce qu'il y a divergence ? Est-ce que les gens souhaitent ou pas ? Alors, les divergences sont vraiment internes, donc il y a toutes sortes de divergences et je ne pense pas que je suis ici pour étaler ça. Je pense que le festival, dans sa structure, est relativement saine. Au niveau des finances, suite à la dernière édition, une très belle édition d'ailleurs. Très belle édition, qui a eu un public qui s'est vraiment lâché, et 2 fois plutôt qu'une, puisque dans les bars, on a quasiment doublé les chiffres par rapport à une année normale. Donc ça veut dire que vu qu'on était vraiment un petit peu serré au niveau du budget avant de commencer cette 12e édition, on a renfloué les caisses. Donc l'avenir du festival est plutôt assuré. Donc de ce côté-là, je me fais aucun souci. Mais je voudrais bien garder un petit œil sur le bébé et idéalement au sein de l'association. Ouais, garder un œil sur le bébé, mais le laisser prendre son envol, est-ce que c'est peut-être ça ce qu'on vous demande aujourd'hui de l'autre côté ? Mais je pense que c'est ça qu'on me le demande, et ça je peux l'entendre. De nouveau, je ne critique pas le fond de la démarche, mais c'est vraiment la forme. C'est ce que j'ai dit depuis le début, et je suis très content à quelque part, où c'est un petit peu avec regret mais que ça se passe comme ça, mais suite à ce communiqué de presse, j'ai été contacté par la presse. C'est le cas de le dire, puisque je suis ici aujourd'hui. Et puis, ça me donne quand même le droit de répondre à ce communiqué qui a été fait à quelque part dans mon dos. Et puis, ça a surtout permis que j'ai une rencontre hier avec un des cofondateurs du festival, Jean-Christophe Bueb, qui est programmateur et qui a coordonné le festival pour cette 12e édition.
Donc c'était bien qu'on puisse se voir, puisqu'il n'y a pas eu de communication depuis cette fameuse séance où on devait tout mettre à plat. La fameuse séance du comité qui s'est réunie le 19 mars. Aujourd'hui, est-ce que, du coup, vous nous dites que vous avez pu finalement parler? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour la suite? Moi, ce que j'espère, parce que j'ai envie de dire la balle est moins dans mon camp aujourd'hui, puisque je me retrouve un petit peu esselé. Donc j'espère vraiment que suite à cet échange qu'on a eu, il y aura une réunion à nouveau du comité, qu'on pourra à quelque part terminer cette discussion qui n'a pas eu lieu le 19 mars, et puis qu'on pourra tourner la page et aller de l'avant, tous avec nos casquettes respectives. Alors j'entends quand vous dites que vous êtes esselé, c'est vrai que le communiqué a été adressé par l'ensemble du comité, il a été signé par l'ensemble de ce comité-là, mais à l'inverse, vous nous avez également dit qu'il y avait plusieurs personnes du festival qui souhaitaient quitter le festival si vous n'êtes plus président, je crois. Alors ça, je le regretterais. C'est vrai que j'ai eu des contacts, que ce soit de sponsors, des autorités, qu'elles soient régionales, cantonales, voire communales. C'est vrai qu'à tous, et les lieux partenaires bien entendu aussi, à tous, je leur ai dit l'importance de rester au sein de ce festival, parce que ça reste un super festival, avec un bel esprit. Je pense qu'on a marqué quand même les esprits à travers toutes ces éditions. Ouais, justement, donc, à travers toutes ces éditions, J-Reuter, quand vous revoyez aussi ces images, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je me dis que c'est parti de rien, puis quand on voit où ça en est aujourd'hui, je peux être que fier, et fier de tous les efforts qui ont été fournis par toutes les personnes qui ont participé, parce qu'ils ont été nombreuses au fil des ans. Les équipes, les bénévoles. Les équipes, les bénévoles, les responsables. Il y en a qui ont été au comité une année, mais qui sont encore des fans du festival. Donc voilà, c'est une grande famille. Ouais, alors on vous souhaite donc de retrouver en tout cas une certaine sérénité, de pouvoir discuter avec cette famille, de retrouver les hivernales puisque les dates sont déjà annoncées pour l'année prochaine. Et puis on reprendra des nouvelles de vous et lors de cette prochaine assemblée. J-Reuter, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci pour l'invitation. Merci. On retourne à toi, Alexandre. Alors ce bling-bling, cet or, qu'est-ce que ça dit ? Alors Vincent, justement, cette exposition dorée ici au Château de Nion qui est à voir jusqu'au 14 août prochain, pourquoi l'avoir choisi? C'est quoi qui vous a séduit dans ces objets d'art qui revisitent l'or? Eh bien, c'est par un de mes amis qui s'occupe de châteaux à Berlin. J'ai fait la connaissance du commissaire d'exposition, Harald Theiss, qui était en train d'imaginer une exposition sur le thème de l'or, même une double exposition. Et en fait, ça m'a tout à fait plu parce que c'était de l'art contemporain et nous avons l'habitude ici à Nyon de mêler de l'art contemporain et de l'art ancien. On verra l'art ancien en lien avec ces œuvres. Et donc, du coup, il y a cette volonté de casser les clichés sur l'art ou les renforcer, vous me disiez en micro avant. Ou les renforcer peut-être. Quand Andrea parlait du bling-bling, on verra qu'il y en a passablement avec le smartphone, avec le sac et ainsi de suite. Ouais, alors, l'exposition commence avec le visiteur qui marche directement sur l'or. On peut marcher sur l'or. Je ne sais pas si c'est une expérience que beaucoup de gens ont fait. Rouler sur l'or non plus peut-être. Et ici à Nyon, c'est possible avec cette œuvre de Stéphanie Saadé, qui est une artiste libanaise qui s'est installée à Paris depuis une année. Et là, nous avons fait un chablon. Et puis, c'est Michel Cural, l'encadreur de Nyon, qui a posé des petites feuilles d'or, des carrés de feuilles d'or de 8 cm carrés, l'une à côté de l'autre. Ça s'appelle la carte des souvenirs dorés. Alors, je disais casser les clichés. On peut voir avec cette première œuvre, justement, qui représente sous forme dorée, en fait, les couvertures qui sont données aux migrants, c'est ça? C'est les couvertures, alors contre l'hypothermie, mais qui sont aussi souvent celles qu'on utilise sur les cadavres des migrants qu'on recueille le long de la Méditerranée. Donc, l'or qui brille, mais qui peut aussi être mortel. Alors, on va aller se diriger plus profondément dans cette exposition dorée, ici, au Château de Nion, et on commence par voir un bonsaï recouvert entièrement d'or. Voilà, c'est une œuvre de Mariana Engel. Il y en a deux. Mariana Engel est une biologiste à la base, et puis en fait, elle s'est reconvertie à l'art. Et là, on a un bonsaï séché qui est amplifié par l'or. Il y a un deuxième qui se trouve dans la suite de l'exposition. Il y a aussi alors de l'or sur de la porcelaine, fabriquée à Nyon. La porcelaine qu'on appelait aussi l'or blanc. Et en fait, c'est justement là le lien qui a été fait avec cette exposition d'or. Et puis les porcelaines, toute la porcelaine de Nyon produite entre 1780 et 1813 que nous exposons au premier étage du château. Et ici, nous avons un service dit solitaire. C'était un service à thé pour une personne. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la personne portait le monogramme OR.
Donc, Effectivement. ça joue en français, naturellement pas en allemand, mais enfin tout le monde le comprend. Alors moi, ce qui m'intrigue beaucoup aussi, c'est cette œuvre-là. On voit un smartphone, l'objet par excellence de notre quotidien, entièrement recouvert d'or. Pourquoi ? Olivia Berkemeyer, parce qu'elle voulait amplifier. Imaginez que vous perdez votre smartphone ou qu'il ne fonctionne plus, c'est la catastrophe. Et c'est justement ce côté bling-bling. D'ailleurs, elle en a fait des éditions et à Berlin, dans certains milieux artistiques, il y a les gens qui portent leur smartphone au cou dans une pièce similaire. Effectivement. Alors, on va continuer l'exposition, mais j'aimerais vous poser cette question. Quand même, pour vous, l'or, ça représente quoi, Vincent Libert ? Je n'y ai jamais pensé. Je n'aurais pas le tac au tac pour répondre. Pas le tac au tac d'Andrea, non, c'est ça ? Oui, tout à fait. Non, l'or, ça amplifie, ça peut être magnifique, une pièce. L'argent doré, c'est du vermeil, c'est de l'argent amplifié. C'est quand même quelque chose qui brille et qui peut être extrêmement agréable aux yeux. Alors, il y a des objets du quotidien. On voit le jeu de mots aussi derrière nous sur l'or. Tout à fait, cet écran où Gold, Gelb, Geld joue, l'or, l'argent est jaune. Je trouve que c'est une œuvre assez fantastique, qui est une œuvre de Claudia Kugler. Et alors ici, on voit celle-ci qui est assez iconique aussi, une canette de soda, voilà. Entièrement couverte d'or. C'est celle qui fait l'affiche et le carton d'invitation. C'est par Alicia Kwade, qui est une artiste d'origine polonaise. Et elle l'a intitulé, les titres sont souvent intéressants et importants dans cette exposition, Schwarzes Gold, soit l'or noir, ce qui peut aussi être le pétrole. Et justement, les visiteurs sont libres déjà de découvrir les œuvres, de penser, de regarder le sentiment qu'ils ont à ce propos. Et puis ensuite, il y a le titre qui, naturellement, peut donner une direction et puis une brève explication. Alors ça, on reconnaît brièvement ce que c'est. Un objet qui a fait partie de notre quotidien, malheureusement, pendant 2 ans. Qui est presque maintenant, presque déjà faisant partie du passé, un masque anti-Covid. Et elle l'a intitulé Memento Mori. Memento Mori, voilà. Olivia Berkemeyer. C'est drôle de voir ce masque recouvert d'or. Et alors, ici, on se dirige pour aller voir cette pièce. Ça, c'est de Philippe Topolovac. Et lui, il trouve des objets dans les chantiers qui ont actuellement lieu à Berlin. Et souvent, ils datent de la Deuxième Guerre mondiale. Et il les amplifie, les dore, pour les transformer une sorte de passé idéal. Alors, ce qui est assez drôle, Vincent Libert, c'est qu'à côté de cette œuvre-là, devait se trouver un pistolet doré, mais qui n'a pas pu se retrouver dans l'exposition. Pourquoi ? Tout à fait, parce qu'il a été bloqué aux douanes suisses. La Suisse n'a pas admis l'importation d'un facsimilé même doré inutilisable. Donc, du coup, il vous manque une pièce à cette exposition et vous êtes en train d'essayer de faire des démarches pour aller le récupérer à la douane ? C'est un peu compliqué. L'exposition, nous l'avons modifiée au moment du montage lorsque lorsque le camion est arrivé avec quasiment 24 heures de retard puisqu'ils étaient restés à la douane. Et puis nous avons monté l'exposition différemment. Alors que c'est un pistolet factice en plus. C'était de toute façon un factice. Bon, et alors vous vouliez terminer cette première partie d'exposition, parce qu'on va se retrouver après, Andrea, pour la continuer avec vous, Vincent Libert, mais vous vouliez terminer sur ces partitions. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est des œuvres de David Krippendorf, et ce sont les partitions d'Aïda, l'opéra de Verdi, qui a été créé pour l'ouverture de l'Opéra du Caire en 1869. Ça parle naturellement, tout l'opéra d'Aïda sur l'emprisonnement et la servitude. Et l'artiste y a ajouté des calligraphies ou arabes, qu'on dirait des motifs de moucharabieh en or, pour évoquer justement tout le côté arabe de cet opéra et de sa création en 1869 en Égypte. Je vous remercie pour cette première visite et puis on va se rendre juste après une courte pause pour pouvoir voir les autres pièces ici au Château de Lyon. Merci Vincent et à tout de suite Andrea. Merci à vous. À tout de suite. On passe à l'Espérance qui fête cette année son 150e anniversaire. Basée à Étoile, institution spécialisée pour les personnes en situation de handicap, fête donc son anniversaire le 30 avril prochain à Beausobre avec un concert de soutien donné par la chanteuse Camélia Jordana. On en parle avec vous, Dominique Pont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable animation. Alors avant de parler de toute cette fête du programme, j'aimerais savoir ces 150 ans, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous ? Pour moi, en tant que responsable un petit peu de l'organisation de tous ces événements, beaucoup de travail. Mais pour l'institution, ça représente en tout cas déjà une fierté de célébrer toutes ces années au bénéfice des personnes en situation de handicap.
en leur apportant ce dont elles ont besoin, chaleur, éducation, prise en charge adaptée, spécialisée. Pour l'institution, ça représente quand même une fierté. Ouais, j'imagine. Vous-même, vous travaillez dans l'institution depuis 1989. Ça fait déjà aussi quelques années, vous le disiez, beaucoup de travail. Mais on sait que c'est une institution qui est quelque part assez discrète. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur le terme, qui a été aussi précurseur. Qu'est-ce qu'elle a apporté en Suisse, puisque c'est aussi l'une des premières? Elle a apporté, je pense en tout cas, la reconnaissance de la personne en situation de handicap à travers une prise en charge adaptée, spécialisée, à travers des activités, à travers le travail, à travers le sport. Et je pense que ça, c'est déjà un gros bénéfice apporté aux personnes qui sont à l'Espérance. Ouais, vous me disiez qu'aujourd'hui, l'institution, c'est plus de 500 collaborateurs. Et paradoxalement, il y a de plus en plus de demandes alors que l'évolution médicale est toujours plus à la pointe. Comment vous l'expliquez ? Comment expliquer ? C'est vrai que malgré les progrès de la médecine, qui peuvent peut-être prévenir, annoncer des difficultés, il y a de la demande. Il y a de la demande. Est-ce que c'est un contact plus humain aussi qui est recherché, peut-être ? Possible. Et puis surtout, une prise en charge adaptée, parce que bon nombre de nos résidents, de nos bénéficiaires vivent chez leurs parents ou dans leur famille. Et puis, à un moment donné, c'est vrai qu'une aide se fait ressentir, un soutien, ne serait-ce que ponctuel, momentané. Et c'est là que l'institution intervient, soit sur un modèle d'accueil temporaire jusqu'à un accueil plus définitif ou quotidien via les structures internats. Ouais, alors on sait, 150 ans, il y a eu des travaux, pas mal de réaménagements, une évolution, 500 collaborateurs. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au sein de votre carrière ? Alors moi, dans ma carrière, ce qui m'a marqué, c'est l'évolution géographique de l'institution, l'évolution structurelle. J'ai vu un établissement qui s'est agrandi et qui propose de plus en plus d'activités, de prise en charge, encore une fois je me répète, mais adaptée et dévolue aux bénéficiaires de l'Espérance. Mais c'est vrai que c'est une évolution pour moi très, très marquée et qui s'adapte aussi un peu aux enjeux de la société d'aujourd'hui. Alors on va célébrer cet anniversaire avec vous puisqu'il aura lieu donc le 30 avril à Beau-Sobre, un concert qui est donné par Camélia Jordana. Quel sera le programme ? Alors, le 30 avril, c'est donc une soirée de soutien que nous organisons pour essayer de soutenir les festivités que nous allons organiser, surtout à la fin de l'été. Et puis, cette soirée de soutien, elle arrive là, dans quelques jours, organisée donc ce samedi 30 avril. Et au programme de la soirée, l'accueil du public, une partie officielle. Nous allons projeter un petit film de présentation. Et les spectateurs présents seront donc les privilégiés. Ça sera une avant-première pour eux qui verront ce nouveau petit film de présentation de l'Espérance. Et puis ensuite le concert de Camélia Jordana. Et à l'issue du concert, nous convions donc le public présent à un petit apéritif dînatoire que nous offrons. Si on veut y participer, est-ce qu'on peut et comment faire ? Très simple. Il nous reste des places, donc beausobre.ch pour réserver une place. Et voilà, très simple. Ouais, s'il y avait un mot, un vœu, avant de souffler cette bougie et ce 150e anniversaire, ce serait lequel ? Le vœu de Dominique Pont. Pour l'institution, poursuivre son œuvre d'accueil, de prise en charge et de mise en avant de la personne en situation de handicap. Ce serait un vœu très cher. Ouais, alors en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Longue vie à l'Espérance, encore plus que 150 ans. On ne les compte pas dans le compteur. Dominique Pont, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci. On retourne au château de Nyons avec toi, Alexandre. Vincent Lieber continue cette visite. Oui, Vincent, alors on a vu toutes ces œuvres-là avec un caractère aussi assez politique dans ce qu'elles voulaient dire. Est-ce que finalement, on peut dire aussi que cette exposition dorée, eh bien, elle souhaite quelque part banaliser ou démystifier
l'or qui est si précieux en fait à nos yeux et qui a des connotations de bling-bling comme ça? Il est assez évident, cette œuvre le montre bien, une barrière de chantier dorée, ça n'existe pas vraiment dans la réalité. Donc c'est une nouvelle présentation. Là, il s'agit d'une œuvre de Clemens Wolf qui s'appelle Espace ouvert. C'est un artiste originaire de Vienne, en Autriche. Et voilà, vous avez une barrière et puis des cisailles qui ont découpé la barrière, ce qui permettrait à un migrant, ces barrières, on les trouve en Pologne, on les trouve en Grèce, aux frontières, et les migrants passent à travers, quittant leur vie actuelle vers un futur qu'ils espèrent être doré. Alors, on finit, effectivement, on continue en fait sur les messages politiques. Et puis, il y a cette œuvre-là aussi qui est une œuvre assez iconique de cette exposition. Alors, Luca Finneisen, une artiste berlinoise qui habite à Los Angeles, et ces petites maisons dorées, mais qui ont un peu fondu, ça évoque naturellement toute la crise des subprimes qui a eu lieu aux États-Unis, où finalement, c'était la maison, le rêve de toute une vie qui s'était écroulé et où les gens ont été chassés de leur demeure, ne pouvant plus les payer. Et puis, on va terminer, bien sûr, par cette œuvre-là, finalement, qui clôture assez bien l'exposition. Tout à fait, même si ça s'appelle Le Commencement. C'est une œuvre de Ruth Campau. Et en effet, vous voyez, ce rouleau de scotch est doré, c'est le début. Et la question est, faut-il continuer à le tirer puisqu'on voit qu'il n'y a pas de dorure sur la suite? Effectivement, alors on va retourner au début peut-être pour annoncer une date spéciale parce que, je le redis, cette exposition temporaire ici au Château de Nion est visible jusqu'au 16 août. Mais il me semble qu'il y a la date du 14 août, pardon. Dimanche. Merci. Il est à la date du 5 mai où il y a une visite un peu spéciale. Voilà, c'est jeudi prochain, le 5 mai. Vous trouvez tout ça sur le site internet du château. Il y aura une démonstration de dorure, comment dorer son cadre par justement Michel Curat, qui a réalisé cette carte dorée, Ces rêves d'or de Stéphanie Sadé. Ouais, et puis vous m'avez confié que c'était votre œuvre préférée de l'exposition. Oui, c'est peut-être aussi que j'ai eu la chance de rencontrer l'artiste pour le montage, donc un mois avant le début. Ça a pris une dizaine de jours pour faire cela. Mais c'est vrai qu'au vernissage, il y a 10 artistes qui sont venus de Berlin. Ça, c'était très merveilleux. Ça a aussi, après 2 ans de Covid, ça donnait une autre atmosphère. Je vous remercie beaucoup, Vincent Lieber, pour m'avoir fait visiter cette exposition. Et puis, Andrea, tu vois ce qu'il te reste à faire. Viens au Château de Nion et puis voilà, interroge-toi sur l'or et sur ton rapport avec ce métal précieux. Tu me dis que je suis trop cliché, c'est ça, Alexandre? Là, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Non. De rouler sur l'or? De quoi? De rouler sur l'or? Ça, je ne roule pas encore sur l'or, Vincent Lieber, mais si vous avez quelques astuces, je veux bien les avoir. Bon, très belle journée à vous deux, au revoir. Pour la première fois, Nyon est champion suisse d'échecs. Le cercle d'échecs de Nyon a triomphé lors de la dernière ronde face à Winterthur le 23 avril dernier. On reçoit donc les champions. Félicitations, messieurs. David Lujon, vous êtes président du cercle d'échecs de Nyon. Dorian Aslani, vous êtes le champion suisse d'échecs. Qu'est-ce que ça fait d'être champion suisse d'échecs? C'est clair que c'est beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de travail, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et de devenir champion suisse, c'est clair que ça a le mérite d'être beau et ça donne beaucoup de fierté, j'imagine, tout ça à 14 ans quand même. Oui. Tous les jours, vous jouez aux échecs? Oui, c'est clair, tous les jours je m'entraîne. J'ai différents entraîneurs, j'ai beaucoup de coachs. C'est combien d'heures par jour? Je fais plus de 10 heures par semaine. Après, par jour, ça va dépendre aussi de mon emploi du temps, qu'est-ce que je dois faire toute la journée, avec l'école aussi. Mais ça peut faire jusqu'à 4-5 heures, même pendant les vacances, d'échecs par jour. Après, ça, c'est clair que pendant les vacances, c'est plus facile, mais pendant l'école, avec l'école, il y a beaucoup moins de travail. Ouais, alors David Lujon, la coupe est là, elle est belle, elle est vide à la maison, hein. Elle a déjà été bue, c'est ça? On a vu dans les verres, on n'a pas vu dans la chaîne, non. Bon, je vais arrêter de vous embêter. Vous êtes président du club depuis 15 ans, j'imagine que pour vous aussi c'est une sacrée fierté? Oui, effectivement, c'est une grande fierté parce qu'on l'attendait depuis longtemps. On a été 4 fois vice-champion. Il y a un joueur qui a fait les 4 titres de vice-champion qui nous disait cette année, c'est l'année ou jamais. Donc c'est fait, elle est là effectivement. Ouais, donc pas mal de poucs, on va le dire les lettres dans le bon ordre. C'est la première fois que c'est marqué premier du rang. Hein. Ouais. Alors là, c'est un championnat qui est fait aussi en équipe. Vous êtes 8 à jouer. Comment ça se passe? Sur 8 échiquiers, il y a 8 joueurs de chaque équipe.
avec chaque fois une personne qui a les blancs et une personne qui a les noirs. Et sur les 4 échiquiers, on peut voir soit une partie gagnée, soit une partie perdue, soit un match nul. Et on va regarder après sur les 8 échiquiers ce que ça va donner, et on espère à chaque fois gagner. Ouais. Alors, l'important, c'est pas d'y participer. Hein. Moi, j'y crois pas à cette histoire. Non, il faut gagner. Il faut gagner, je suis d'accord avec ça. David Lujon, il y a aussi un record que vous détenez aussi en équipe. 5 points d'avance sur le deuxième du classement. Ça n'était pas arrivé depuis 92 ans. Alors, c'est un record qu'on ignorait, en fait. On l'a appris suite au communiqué de la Fédération suisse. Donc, c'est même pas que c'est pas arrivé en 92 ans, c'est que la compétition du championnat suisse à 92 ans, et que c'est la première fois que ça arrive d'avoir effectivement 5 points d'avance sur le dauphin. Ouais, ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, le cercle d'échecs de Nyon est plus que champion, c'est vraiment des professionnels? Non, on n'est absolument pas professionnels. Il y a 2 grands maîtres, 3 grands maîtres qui jouent avec nous, relativement alternativement en réalité. Souvent, on a 2 grands maîtres qui jouent dans notre équipe. On a des moniteurs, on a des jeunes. Des jeunes prodiges, on parle de 5 points sur 6, soit 4 victoires et 2 nuls. Là, c'est exceptionnel. Dans ce que Dorian a fait est absolument exceptionnel. Ce que l'équipe a fait est exceptionnel. On est en fait extrêmement fiers du tout. Il y a le mouvement junior qui est présent, il y a les amis grands maîtres qui sont là aussi, et puis il y a ceux qui sont là depuis, qui jouent depuis 12 ans. Non, les anciens et les plus jeunes, mais comment est-ce qu'on les recrute, ces joueurs? Les jeunes, on essaie de les former. Alors ça, c'est travail chaque semaine de longue haleine. Après, ceux qui percent, effectivement, comme Dorian l'a dit tout à l'heure, ils doivent aussi s'entraîner personnellement. Et puis, le recrutement, c'est une très bonne question. C'est un travail de comité de capitaine pour essayer d'avoir des joueurs à niveau, mais qui rentrent dans l'esprit d'équipe que l'on souhaite. On prend de loin pas n'importe qui. Alors Dorian, tu vas nous expliquer le coup fatal. Tu m'as dit que c'était l'échec perpétuel. C'est ce qui vous a permis de gagner. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ici, on peut voir la position, c'était la ronde 6, c'était la ronde décisive. Si on gagnait, on était champion. Et ici, ma position... Donc vous aviez les blancs? Oui, j'avais les blancs. Et ici, c'est une position assez mitigée. On peut voir que les blancs, ils sont quand même sous attaque. Les noirs ont beaucoup d'attaques sur mon roi. Et donc, c'est pas très simple. Et j'ai réussi à m'en sortir avec un échec perpétuel où il y avait mon capitaine, Sébastien Joie. Il m'a dit, si on fait une situation... Donc là, il vous dit à l'oreillette ce qui se passe. C'est comme ça que ça se passe? Il passe à côté et il voit la position, il voit que je peux faire échec perpétuel. Et il me dit, vas-y, fais-le, si tu le fais, c'est tout bon. Et donc, moi, j'avais vu la position, j'avais vu l'échec perpétuel. Et donc, j'y suis Dorian, allé. David, on vous laisse peut-être faire la partie. Ça ressemblerait à quoi? On fait jouer le président, qui d'habitude ne joue pas, c'est ça? Ouais. Alors moi, je suis le joueur de Kirchberg, en l'occurrence. Donc effectivement, là, on venait d'obtenir notre 4e point. Et puis le capitaine a dit à Dorian, si tu fais nul, on a le champion, on est champion. Donc comme il a cet échec perpétuel depuis un tout petit moment sur échiquier, il le fait pour faire gagner l'équipe. Donc je te laisse commenter. Ouais, donc dame à 8 échecs, ça va faire échec au roi. Là, je suis obligé de sortir de cette ligne. Et l'échec perpétuel va consister à maintenant à essayer d'avoir 3 fois la même position. Donc je vais revenir faire échec. Et là, je suis obligé de retourner en fait là où j'étais. On peut voir que on va faire la même chose. Donc le roi va monter. Et après, il y a aussi d'autres possibilités. Le roi n'est pas obligé de redescendre à la même case où il était. Mais dans ce cas-là, si par exemple il décide de rester sur cette colonne, j'arriverai à venir à faire échec avec la dame. Et quand le roi bougera, je pourrais même gagner le fou. Et après, ici, j'arriverai dans une position complètement gagnante où ce sera, avec un peu de manœuvre et un peu de temps, j'arriverai à conclure et à gagner. Voilà, ça s'appelle l'échec perpétuel. Nous, à la rédaction, on connaissait l'échec perpétuel. En politique, ça, c'est tout autre chose. Bon, pour vous, c'est plutôt une réussite, une sacrée réussite. Quel est le futur et quelles ambitions pour le futur du club, justement? On se pose pas mal de questions ces temps-ci, notamment pour la formation, pour essayer de la développer encore davantage. On a une séance, enfin on aligne quelques séances, pas mal de mails aussi. On a une séance très prochainement pour voir dans quelle mesure on peut augmenter. Il n'y a pas de secret, il faut augmenter aussi le budget. Donc voilà, on essaie de tabler à fond sur la formation. Dans la lignée des actifs, on essaie de rester dans la même ligne, d'être compétitif à haut niveau, d'intégrer les jeunes. S'il y en a d'autres qui suivent Dorian, ce serait formidable. Et puis que Dorian puisse prendre la place des grands maîtres, ça serait formidable aussi. Ouais, et puis voilà. Dorian, justement, tes ambitions à toi pour la suite, c'est lesquelles? À court terme, c'est clair que de faire des normes de maître FIDE, de maître international,
et à long terme de pouvoir jouer peut-être dans l'équipe nationale, devenir grand maître et avoir un futur avec les échecs. Oui. Ouais, alors, on te souhaite en tout cas de devenir le futur grand maître. On te recevra ensuite sur le plateau pour fêter tout ça. Le grand maître de chez nous dans le district de Nyon. Salutations à toute l'équipe du Cercle d'échecs de Nyon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Une très belle journée à vous. Bonne suite de programme. On se retrouve demain. À bientôt.